L'histoire que je vais vous raconter dépasse tout ce que vous auriez pu imaginer. J'ai réalisé la plus grande enquête sur les filières de passeurs de migrants du Sahara au Balkan et je vais tout vous dire. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment, dans des conditions parfois périlleuses, j'ai enquêté comme jamais cela n'avait été fait auparavant durant 2 ans sur le trafic de migrants. Vous allez découvrir comment j'ai pu avoir l'occasion quasi unique avec mon équipe de rencontrer et interviewer un des principaux passeurs de migrants sur le sable du Sénégal. Je vais également vous raconter cette nuit d'angoisse où nous avons surpris une rencontre entre une dizaine de migrants afghans et pakistanais, parfois extrêmement dangereux, et des trafiquants d'êtres humains au beau milieu de la Macédoine du Nord. Vous saurez tout, également des techniques de la police aux frontières bulgares que nous avons suivies en pleine nuit, sous couverture, afin de les surprendre quant aux expulsions de clandestins du côté turc. Mais avant tout, je t'invite à te rendre sur Frontières Plus, la nouvelle plateforme de streaming du média Frontières, où tu pourras découvrir en intégralité plus de 3 heures de documentaires sur ces routes migratoires. Un travail jamais réalisé dans une qualité optimale sur notre site internet et notre application mobile. Allez, on ne tarde plus, c'est parti. Would never use the term that a person is illegal. It's a crime committed by the smugglers. Une zone compliquée. Dans les Balkans, il y a toute une économie grise. So when will you move? Inshallah today night. Aujourd'hui, l'état actuel du régime de Schengen n'est plus adapté à la réalité de la situation migratoire de l'Europe. Cela va affaiblir la civilisation européenne. Alors vous êtes souvent très nombreux à vous demander comment, très concrètement, un migrant aujourd'hui peut arriver sur le territoire français, comment fonctionnent les passeurs, quelles sont les filiales, comment est-ce qu'ils se rencontrent, comment ils vont opérer cette traversée de façon concrète. C'est très simple, nous, on a pu survoler en drone et suivre la rencontre entre des passeurs, des migrants. J'ai choisi de vous parler de cette séquence du documentaire en particulier. Évidemment, il n'y a pas toutes les vidéos, on va les regarder ensemble et je vais les commenter avec vous. À quelques centaines de mètres de la frontière macédonienne, nous nous arrêtons à une station BP pour prendre de l'essence. Ce que nous allons y découvrir dépasse l'entendement. Alors déjà, il faut comprendre que là, on est entre la frontière entre la Macédoine du Nord et la Grèce. Donc là, on a appris qu'il y avait des migrants qui pouvaient traverser à ce moment-là. Et donc, on débarque dans cette station BP. BP, c'est un des plus grands géants pétroliers au monde. Ce que nous découvrons à l'intérieur de cette station essence est tout simplement le kit du migrant qui s'apprêterait à jouer une partie de ce jeu dangereux. Nous y trouvons des sacs à dos, des chaussures de marche, des réchauds ou encore toutes sortes de vêtements permettant d'affronter les difficiles conditions météorologiques de la région. Petit arrêt là-dessus. Imaginez, vous êtes sur une autoroute en France, vous voulez aller de Paris à Tours ou de Paris à Toulouse par exemple, et vous vous arrêtez sur une aire d'autoroute. À votre avis, est-ce que vous allez trouver des chaussures de marche, des tentes, des sacs de couchage, du but à gaz? Non, absolument pas. Et donc ça, en fait, cette station BP, pourtant reconnue dans une société pétrolière internationale aujourd'hui, son objectif, c'est très simple, c'est un point de ravitaillement pour les migrants. C'est connu comme tel et il y a tout l'attirage pour les migrants. Alors, on peut se demander, est-ce qu'on n'en rajoute pas un peu? Est-ce qu'il y a vraiment des migrants à côté? On va voir la réponse. Par la suite, nous comprendrons que cette situation n'est qu'une composante parmi d'autres du système bien huilé des passeurs qui organisent les traversées dans cette zone. Alors, on a effectivement rencontré des Afghans. Il y a un des Afghans, moi je survolais en drone parce qu'il pensait que c'était la police, donc il a couru sur certaines centaines de mètres, mais on a pu échanger avec ces 2 Afghans, c'est passionnant. You paid someone? Yeah, I pay. Okay. Yeah, I pay like 500 for Greece to Serbia and Serbia to Bosnia 200, 300 euros. And how you find the money to pay them? Some guys he take cash. Some guys will pay the shop. I will pay for Serbia. I go by taxi, Macedonia.
some smuggling. Okay. I will pay 750 euro for Serbia, and Serbia to Bosnia like 400. For Bosnia to Slovenia like 1,200. Okay. Yeah, And so you told me the smuggler is a taxi. yeah. Some guys is smuggling inside the taxi. So when will you move? Inshallah today night. Bon, deux informations. D'abord, il dit très concrètement qu'aujourd'hui, les passeurs sont les taxis. On y reviendra juste tout à l'heure. On vous parlera comment on a découvert en Serbie, dans ces Balkans, qu'en fait, les passeurs sont les taxis. Ils prennent beaucoup d'argent. Ils préfèrent travailler finalement avec les migrants qu'avec les locaux. Ça rapporte forcément beaucoup plus. C'est un vrai business. Et la deuxième information, c'est que ces Afghans sur lesquels on vient de tomber, ça fait 3 ans qu'ils attendent en Grèce. Ils ont récolté tout leur argent pour opérer la traversée, parce que effectivement, ça coûte cher. Et chance pour nous, c'est un pot monstrueux. Ils ont prévu de partir ce soir. Donc nous, on se dit quoi? On se dit, on va aller se cacher, on va repérer les lieux, on va se planquer et on va essayer de voir cette rencontre entre les migrants, les passeurs et de les suivre en flagrant délit. La nuit s'installe, enveloppant la scène d'une tension palpable. Nous élaborons un plan pour saisir cette occasion en or de documenter une rencontre entre passeurs et migrants. L'un d'entre nous est posté sur le toit du bâtiment abandonné pour y faire décoller notre drone. Un autre se trouve de l'autre côté de la route, dans un fossé, avec un point de vue directement sur la terrasse de l'hôtel, et le reste de l'équipe se tient prêt à venir nous récupérer en voiture. Oui, parce qu'il faut comprendre, et vous le découvrez dans ce documentaire, que l'hôtel juste en face du BP, il est un peu en cheville avec les passeurs, parce qu'on s'est rendu sur place, on est allé dans cet hôtel, il y avait des migrants pakistanais qui étaient là notamment, et donc on a demandé un café, on était avec notre caméra, on a demandé un café, ils ont dit « Ah non, mais on prend que du cash », on leur a dit « Mais on a du cash », ils ont dit « Du coup, il n'y a plus de café », évidemment, ça les dérangeait qu'on soit sur place, on s'est dit « Il y a quelque chose de louche », et on va voir qu'en fait, en effet, la station BP, l'hôtel, tout ça, ça bosse de cheville. Après 2 heures d'attente, 2 hommes sont repérés en train de traverser l'autoroute à grandes enjambées depuis la station essence vers l'hôtel. Notre caméraman, posté à côté de ce dernier, est prévenu et quelques secondes plus tard, une dizaine de migrants se rassemblent dans l'ombre, échangeant à peine quelques mots à voix basse. L'établissement est complice et sert de point de rendez-vous. En somme, toute l'économie locale participe au business juteux de l'immigration illégale. L'attente est lourde. Ils s'apprêtent à traverser illégalement la frontière pour rejoindre la Macédoine du Nord. Alors évidemment, on vous le dit direct, pour l'instant, pas de policiers, pas de patrouille, pas Frontex. Ils s'élancent à 4, 6, 10, pour au final être en tout une quinzaine à quitter le parking de l'hôtel vers l'autoroute. Les migrants rejoignent les passeurs, leurs silhouettes se dessinant dans l'obscurité, tous convergeant vers un même objectif, la frontière. Notre équipe de journalistes, cachée à proximité, observe en silence. Nos caméras et notre drone filment l'intégralité de la scène. Vers 1h du matin, une voiture surgit. Ce sont les passeurs. Ils échangent quelques mots et le groupe s'achemine vers la frontière en passant discrètement à travers les sentiers, inconscients que nous sommes sur place. Ils avancent rapidement dans le noir, attentifs au moindre bruit. Donc ça, c'était fou comme séquence. C'était moi qui étais positionné en haut de l'immeuble avec le drone. Très difficile à suivre. Je regarde, j'essaie de repérer et d'un coup, effectivement, ce groupe qui passe. Et à ce moment-là, on se dit quoi? On se dit, il faut le suivre. Donc on a suivi le groupe, on est arrivé jusqu'à un niveau de la frontière. On a suivi d'abord évidemment en voiture, il fallait faire très discrètement. Et en fait, on arrive devant un endroit où là, il y a un trou béant, il y a un trou géant. Je peux vous mettre une image qu'on peut faire défiler en même temps, où tout simplement, ces grilles sont coupées. Et ce qui est fou, c'est quoi? C'est que contrairement à ce qui se passe par exemple à la frontière hongroise avec Viktor Orban, lorsqu'on s'approche de la frontière hongroise, il y a les caméras, tout ça, on est repéré. Tout de suite, il y a une voiture de police qui arrive avec les militaires. Ils vous disent, vous n'avez pas le droit d'approcher. On avait été interpellé également à la frontière gréco-turque. Ça déconne pas là-bas. En revanche, là-dessus, que les migrants partent de la Grèce vers la Macédoine du Nord, ça ne dérange pas les Grecs. Pourquoi? Parce que les Grecs, ils ne veulent pas garder les migrants chez eux. Donc évidemment, ils ne vont pas opérer de contrôle. Donc là, on est à 500 mètres du poste de contrôle aux frontières et pas un seul policier de Frontex. Alors que nous, journalistes, on a les infos. Quand on arrive à cet endroit-là,
tout est coupé, les grilles, etc. Ça n'a pas été repositionné. C'est un passage, c'est classique. On l'appelle The Game là-bas. Alors ensuite, on a fait quelque chose d'un peu intéressant. Alors regardez vraiment, parce que là, on prend quelques vidéos ensemble de React. Regardez ce documentaire dingue qui vous explique tout. Il y a encore plus d'images sur Frontier Plus, sur le site frontiermedia.fr, sur l'application mobile de Frontier. C'est super important si vous parlez d'immigration, de comprendre, que vous soyez de gauche ou de droite, de comprendre ces images du terrain. Là, je vais vous montrer notre séquence. C'est intéressant et je vous raconterai les backstage après. Notre équipe se scinde en deux pour couvrir la traversée du côté de la Macédoine du Nord. Une fois arrivé côté macédonien, une de nos sources nous indique un rond-point situé à quelques dizaines de mètres de la frontière et à proximité immédiate de la route principale. Ce rond-point correspondrait à un des lieux de rencontre entre les migrants qui viennent de traverser la frontière depuis la Grèce et leur deuxième passeur qui les récupère après leur traversée illégale. Alors, ce que je vous explique dans ce documentaire, c'est que c'est très pratique. C'est bien organisé. C'est-à-dire qu'il y a des routes, il y a des grands axes. C'est super important. D'ailleurs, il faut noter que ces routes, en général, sont en très bon état. Pourquoi ? Parce que dans les Balkans, ce sont des pays qu'on aspire à intégrer un jour dans l'Union européenne. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Aussi, on fait beaucoup d'échanges économiques. D'abord, avant l'intégration européenne, c'est l'échange économique. Et pour ça, il faut des routes. C'est le principe de base que connaissaient les Romains. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On finance énormément de routes. Donc, les routes sont géniales. Donc, les migrants, ils peuvent prendre ces routes et aller de capitale en capitale. Et donc, dans cet endroit, on a une autoroute et on découvre un rond-point à côté. On se demande d'ailleurs à quoi il sert. On a presque l'impression qu'il a été créé uniquement pour ces migrants. Ce qui fait quoi ? Ce qui fait que ce rond-point, les migrants peuvent y attendre et le passeur, il a juste à sortir de l'autoroute. En moins d'une minute, il prend les passeurs, puis il monte sans contrôle. Autoroute, très peu de contrôle, jusqu'à la prochaine capitale. Et ce qui est important de souligner à ce moment-là, c'est que le passeur qui prend en charge les migrants, c'est un passeur qui, pour le coup, n'est pas le même que celui qui était en Grèce. Ils se chevauchent, souvent ce sont des locaux, ce n'est pas une énorme organisation. En revanche, qu'est-ce qui se passe ? Et ça, on le montre, on peut vous mettre les images un petit peu de cette carte où on peut voir, ils échangent sur Telegram, on voit tous les différents points sur lesquels ils peuvent aller, repérer les endroits, avoir les contacts des gens, les liens PayPal pour payer, etc. Ils savent, c'est un peu le chemin de Compostelle, ils savent quelle étape avancer. Le premier jour, aux alentours de 5 h du matin, nous nous rendons à proximité de ce rond-point. Comme d'habitude, l'un d'entre nous se poste en haut de la colline qui surplombe la zone pour dégainer notre drone, tandis que l'autre reste posté en amont afin de donner le signal. Malheureusement, après plusieurs heures d'attente dans le froid, aucune traversée illégale n'est observée. Ne vous inquiétez pas, on va la voir très prochainement, mais c'est souvent ça le boulot sur le parti de terrain que vous ne voyez pas dans l'aspect documentaire, c'est qu'il y a énormément d'attentes, il faut être très patient, il faut avoir confiance aussi dans les infos qu'on peut avoir. Nous décidons donc de nous y rendre à nouveau aux alentours de 17 h, deuxième temps de la journée, pendant laquelle... Alors juste un petit arrêt, je suis désolé, mais vous voyez en face là, qu'est-ce que c'est ? C'est un casino. En fait, quand vous rentrez en Macédoine du Nord, c'est extraordinaire, il n'y a que des casinos. Pourquoi ? Il n'y a pas de clients, pas beaucoup de voitures autour. Nous, on a dormi dans ce casino 45 € la nuit, donc absolument pas cher, on n'est pas riche chez Frontier. Mais c'est quoi ? C'est du blanchiment d'argent. Il y a énormément de casinos en Macédoine du Nord, on a l'impression qu'il y a des riches, je ne sais pas où ils sont. Les migrants sont susceptibles de traverser la frontière. Arrivés sur place, nous mettons en place la même configuration et subissons la même attente. Quand tout à coup, alors que la nuit était tombée, une voiture arrive à toute vitesse sur le rond-point, s'arrête brusquement, pile en face de notre caméraman, et lâche 8 migrants avant de repartir en trombe. La voiture avait sans doute été repérée par la police, et pour ne pas être arrêté en flagrant délit, le passeur a décidé de lâcher le groupe dans la nature. Notre caméraman, allongé au sol dans les hautes herbes pour ne pas se faire remarquer, voit débouler ce groupe de migrants à 2 mètres de lui sans que ces derniers ne le remarquent. S'ensuit une course-poursuite dans un bosquet afin de ne pas perdre leurs traces, tout en écrivant à Eric pour qu'il puisse lancer le drone et capter cette scène rocambolesque. Mais rien ne va se passer comme prévu. Une équipe de garde-frontières est postée, elle aussi, dans la zone où nous nous trouvons, allongée dans les hautes herbes, et profite du moment où les migrants sortent du bosquet après l'avoir traversé pour sortir leur lampe torche en hurlant. Alors on les voit là, sur l'image, en fait ce sont des migrants, ils sont arrêtés, ils ont les mains derrière la tête, et ils sont arrêtés par la police. Et comment ça s'est passé pour vous expliquer le backstage, et après on va continuer de regarder, c'est que moi j'étais positionné en haut de cette colline,
il y a Pierre qui est sur place, le caméraman, qui en fait se retrouve au milieu des migrants, cachés parce qu'ils ont débarqué de façon extrêmement rapide. Et donc il m'écrit, il me dit c'est bon, il y a les migrants qui sont arrivés. Et moi, vu que la voiture elle s'est arrivée plus tôt et que ça allait plus vite, j'ai pas pu la repérer. Donc je me dis ok, je fais décoller le drone. Le drone il décolle et là je vais à peu près à la zone où les migrants doivent être. Et je reçois un message qui me dit je vais les éclairer, comme ça tu vas pouvoir les filmer. Alors, je me suis dit dans l'immédiat, il est très motivé le caméraman. Donc j'attends, je baisse un peu le drone et d'un coup je vois la lumière qui éclaire les migrants. Et donc je me dis formidable le caméraman, il a fait un boulot de dingue. Sauf qu'en fait, je réalise que ces migrants, ils sont les mains derrière la tête, etc. Donc en fait, ceux qui les éclairent, c'est pas mon caméraman. Ceux qui les éclairent, c'est des policiers. Donc là, il y a quand même une sorte d'angoisse parce que moi, j'ai mon caméraman au milieu de tout ça qui passe pour un migrant, qui peut se faire choper, et que moi, j'ai mon drone qui peut se faire repérer parce que vous savez très bien comment ça fonctionne les drones, et qu'on n'a pas d'autorisation là-bas. Et qu'évidemment, des images comme ça, parce qu'ils sont aussi un petit peu bousculés, ils n'ont pas forcément envie qu'on les diffuse. Mais bon, c'est notre boulot. Les phares de véhicules percent l'obscurité et la police des frontières macédoniennes surgit sur place. En quelques instants, tout devient chaotique. Cris, courses, interpellations. Les migrants sont arrêtés, un à un. Notre journaliste tente de filmer discrètement avec son téléphone, tapis dans un fossé. Pour éviter d'être repéré et arrêté, il doit rester immobile, retenant son souffle, tandis que les faisceaux des lampes torches balaient la zone. En seulement quelques minutes, l'intégralité du groupe de migrants est arrêtée. Game over. Nos deux journalistes se retrouveront quelques dizaines de minutes plus tard, en bordure d'autoroute, après avoir échappé au radar de la police locale et des véhicules de Frontex. Bon voilà, ça c'est le genre de scène assez folle qu'on peut vivre quand on est journaliste, qu'on vous fait vivre dans ce documentaire où il y a tout. Et on vous explique, vous allez voir le documentaire, on vous explique ce qui s'est vraiment passé. Pourquoi cette voiture a débarqué, a lâché des migrants, alors qu'on nous expliquait que c'était les migrants qui devaient attendre et monter dans une voiture. Pourquoi cette inversion? Et pourquoi ils se sont fait prendre? Eh bien, si vous allez voir le documentaire sur Frontières, vous avez les explications. C'était complexe à comprendre, mais on vous l'explique et on fait une reconstitution. On revient sur les lieux le lendemain, 2 jours, et on vous montre comment ça a marché. Alors maintenant, je vais vous amener dans un autre endroit. C'est en Serbie. Je vais vous amener dans une petite ville qui s'appelle Preševo. C'est une enclave albanaise en Serbie. On sait que c'est un peu compliqué là-bas, donc c'est à 90% musulman cette ville. Et Preševo, c'est là-bas, vous verrez, un centre d'accueil pour migrants, évidemment financé par l'Union européenne. C'est un vrai point de passage. Tous les gens qui sont spécialisés dans la lutte contre l'immigration illégale, ils connaissent Preševo aujourd'hui, ça c'est certain. Et donc on a voulu y aller sur place, on a voulu y aller, j'y suis allé 2 fois personnellement. Et là-bas, on a découvert ce qu'on a découvert également à Subotica. Je vous en parlerai, c'est-à-dire des taxis, ce business de taxi. Pourquoi face à des centres de migrants, il y a autant de taxis? On va vous montrer ça. Là, donc, on est au niveau du centre de migrants de Preševo, on peut le voir juste là. C'est un centre qui est financé donc par l'Union européenne et on peut le voir sur le panneau, il y a cette association qu'on retrouve à chaque reportage, on en a parlé déjà par exemple au Sénégal ou ailleurs, cette association elle s'appelle Caritas. Alors ici à Preševo, c'est 1500 à 2000 migrants qui transitent ici, ils passent pas plus d'1 voire 2 semaines et c'est une immigration qui vient essentiellement d'Afghanistan, de Syrie mais également de Maroc, ça semble très loin de chez eux mais ils vont passer par cette route qui est bien plus pratique. Depuis qu'on est arrivé ici, on voit les taxis commencer à partir parce qu'ils sont évidemment dérangés, parce qu'il y a ici tout cet attirail migratoire. Les véritables passeurs, ce sont justement des taxis. Je vais vous montrer un dernier point qui est intéressant. Donc là, il faut comprendre que ce n'est pas un centre de détention ni un centre de rétention. C'est un centre d'accueil, c'est-à-dire que les migrants sont complètement libres de venir. C'est un petit peu comme le chemin de Compostelle. Vous vous arrêtez, vous vous reposez et ensuite vous pouvez partir. Alors derrière là, justement, c'est un Western Union. Donc rien de plus simple. Ils sortent du centre. Ils ont, 20 mètres à faire, c'est pas très compliqué. Ils viennent ici, ils tirent l'argent que leur famille leur a envoyé pour financer justement leur fameux voyage. Évidemment, nous on a fait la demande pour visiter le camp, mais on n'a pas le droit de le faire. Ici, les migrants, pour rentrer, ils doivent montrer leur badge. Et donc à ce moment-là, ils ont l'autorisation de pouvoir venir à l'intérieur. Ici, Preševo, c'est un endroit où de plus en plus de migrants peuvent aussi être amenés. On les prend à Subotica, au nord de la Serbie, on les redescend ici, mais après, ils sont complètement libres de leur mouvement. Bon, plusieurs choses. Déjà, les taxis. Donc, ce sont les passeurs. Ils prennent 300 € à chaque fois. Donc, ils prennent beaucoup d'argent.
Il faut dire que depuis quelques mois, les Serbes qui sont payés, qui font des accords notamment avec la Hongrie, deviennent de plus en plus durs avec ces taxis. Ils font des contrôles aléatoires. On a vu des taxis qui commençaient à nous dire oui, les policiers sont méchants, aidez-nous, etc. Mais pour l'instant, ils sont encore là. Il y a la question, comment ça marche? C'est-à-dire que le migrant, il part pas d'Afghanistan avec des dizaines de milliers d'euros sur lui. Non, il va aller d'étape en étape et en règle générale, on voit que les centres d'accueil en face, bien, il y a des Western Union. Alors parfois ils ont été fermés, parfois ils sont fermés provisoirement et parfois ils sont ouverts. Et donc c'est-à-dire qu'ils vont se poser au centre d'accueil, ils vont y passer 10, 15 jours, parfois pendant le ramadan, j'y suis allé pendant ramadan sur une période, ils peuvent attendre la fin du ramadan. Et il y a de la famille, souvent de la famille qui peut être déjà en France, en Allemagne, en Europe, leur envoie de l'argent, ils vont tirer de l'argent et là ils peuvent payer le taxi, garder un peu d'argent pour le passeur qui les fera passer la prochaine fois et aller à l'étape suivante. Alors, ce que je vous explique dans ce documentaire, c'est que c'est très pratique. C'est bien organisé. C'est-à-dire qu'il y a des routes, il y a des grands axes. C'est super important. D'ailleurs, il faut noter que ces routes, en général, sont en très bon état. Pourquoi? Parce que dans les Balkans, ce sont des pays qu'on aspire à intégrer un jour dans l'Union européenne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Aussi, on fait beaucoup d'échanges économiques. D'abord, avant l'intégration européenne, c'est l'échange économique. Et pour ça, il faut des routes. C'est le principe de base que connaissaient les Romains. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On finance énormément de routes. Donc, les routes sont géniales. Donc, les migrants, ils peuvent prendre ces routes et aller de capitale en capitale. Et donc, dans cet endroit, on a une autoroute et on découvre un rond-point à côté. On se demande d'ailleurs à quoi il sert. On a presque l'impression qu'il a été créé uniquement pour ces migrants. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que ce rond-point, les migrants peuvent y attendre et le passeur, il a juste à sortir de l'autoroute. En moins d'une minute, il prend les passeurs, puis il monte sans contrôle. Autoroute, très peu de contrôle, jusqu'à la prochaine capitale. Et ce qui est important de souligner à ce moment-là, c'est que le passeur qui prend en charge les migrants, c'est un passeur qui, pour le coup, n'est pas le même que celui qui était en Grèce. Ils se chevauchent, souvent ce sont des locaux, ce n'est pas une énorme organisation. Parfois, des Afghans, des Marocains, ils se sont dit, on s'arrête, on pose notre baluchon, vu qu'on connaît comment passer au-dessus des barbelés hongrois, etc., on va créer notre filière de passeurs. Donc c'est ça qui est fou, ces gens-là se transforment à un moment en entrepreneurs de l'immigration et ils se posent là-bas. Donc dans le documentaire, vous pourrez voir ce centre de Subotica qu'on vous montre, des interviews qui sont réalisées. Et là, je vais juste vous montrer une séquence où on va voir le fameux mur hongrois du très décrié Viktor Orban. Nous nous rapprochons de la frontière, où nous prévoyons de passer la nuit. Aux environs de minuit, des cris déchirent le silence. Ce sont des migrants, tapis dans l'obscurité. Soudain, la police serbe nous repère. Un contrôle s'engage. Les agents, visiblement tendus, nous ordonnent de quitter les lieux. Ils nous avertissent. Les passeurs, armés, rôdent dans les parages. Eux-mêmes, réduits à deux, se savent impuissants face à l'ampleur de la situation. Aucune arrestation n'est envisageable ce soir. En 2015, lors de la crise migratoire, environ 380 000 migrants ont traversé la Hongrie, principalement via la frontière serbe, suivant la route des Balkans. Face à cet afflux, le Premier ministre Viktor Orban a fait de cette frontière un rempart contre l'immigration illégale. Une double clôture de 175 km, dotée de capteurs thermiques, de caméras et parfois de drones, a été érigée, réduisant drastiquement les entrées enregistrées. De 390 000 en 2015 à seulement quelques milliers aujourd'hui. Vous avez vu le mur, C'est pas le mur qu'on a vu à la frontière grecque avec la Serbie. Donc on ne comprend pas, parce qu'on paye les Grecs. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas capables de faire le même type de mur? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas capables de mettre des vidéos de surveillance? Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas garder les migrants qu'il y a chez eux et ils les laissent partir en Macédoine. C'est logique. Tout comme les Serbes là, on vous dit qu'on en a vu 2 sur 50 km, alors que ce sont les 50 km où il y a le plus de passages, alors qu'on paye les Serbes, parce que c'est un jeu géopolitique. Voilà, c'est de la pression qui est mise. Ils ont pu en rajouter quelques-uns cette semaine parce qu'ils s'entendent un peu mieux avec Viktor Orban, avec l'Union européenne. Et surtout, les Serbes, on peut les comprendre. Ils se disent, l'Europe, de toute façon, ils veulent ces migrants. Pourquoi on va se battre pour les garder chez nous? Donc on les laisse passer en fait, on va pas s'embêter. La Hongrie n'a reçu que 29 demandes en 2024, mais certains migrants tentent tout de même leur chance. À Roske et Tampa, des zones de transit ont été établies pour détenir les migrants en attente de traitement de leur demande d'asile. Budapest les a présentés comme des no man's land, des espaces où le droit de lieu ne s'appliquerait pas.
En 2020, la Cour de justice de l'UE a jugé ces zones illégales, les qualifiant de détention arbitraire contraire aux directives européennes. En juin 2024, la Cour de justice a condamné la Hongrie à une amende de 200 millions d'euros pour son refus de se conformer aux règles européennes sur l'asile. Malgré les critiques des ONG, Orban défend sa politique comme un modèle pour protéger les frontières de l'Europe. Défiant Bruxelles, il renforce sa coopération avec la Serbie et l'Autriche via des patrouilles conjointes pour contenir les flux migratoires. Ah, vous avez vu les images, hein, les images avec ces migrants qui doivent prendre des échelles et passer au-dessus. Donc moi, j'en ai rencontré certains de ces migrants-là qui étaient blessés, qui ont tenté parfois 2 fois de suite de passer au-dessus de ce mur parce qu'il est très difficile à faire. Et on voit comment Viktor Orban, il s'est dit, oui, le droit européen nous empêche cette logique de pushback, c'est-à-dire des refoulements dits illégaux. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez que la frontière, lorsque quelqu'un tente de traverser, on n'a pas le droit de le refouler, on n'a pas le droit de le renvoyer dans l'autre frontière. Et donc, il a créé ces fameux no man's land. Il n'est pas fou. Mais bon, l'Union européenne l'a condamné. Alors, on parlait de pushback, de refoulements illégaux. C'est une autre séquence que je voulais vous montrer. C'est la séquence en Bulgarie. Vous vous demandez pourquoi la route des Balkans, en ce moment, il y a moins d'entrées. Eh bien, il y a quelque chose qu'on ne sait pas trop, c'est que les Bulgares, ils font le boulot. Ils font le boulot, pourquoi ? Parce qu'ils font quelque chose que l'Union européenne, théoriquement, ne leur permet pas. Et ça, nos informateurs sur place nous l'ont confirmé, expliqué, et on a pu voir un peu de nos propres yeux certains éléments. C'est simple, eux, ces fameux pushbacks, ils les font. C'est-à-dire que, vous savez, il y a 4 à 5 millions de réfugiés qui attendent en Turquie de venir dans l'Union européenne. Et ça permet à Erdogan, le président islamiste turc, de nous mettre la pression à chaque fois. Il nous prend 2 à 3 milliards d'euros par an également pour contrôler cette frontière. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les Bulgares qui viennent de rentrer dans Schengen, qui veulent être les bons élèves ? Eh bien, lorsqu'ils voient des migrants... Allez, je vais vous montrer la séquence d'abord, parce que vous verrez de vos propres yeux. Nous prenons la route en direction de Sredets, une petite ville du sud-est de la Bulgarie, située à seulement quelques kilomètres de la Turquie. L'un de nos contacts nous a révélé une information troublante. Les autorités bulgares interceptent les migrants dans les forêts alentours pour les reconduire de force à la frontière turque quelques heures plus tard, à la tombée de la nuit ou au lever du jour. Et donc normalement, autour de 19-20 heures, mais également 7 heures du matin, ils prennent les migrants, ils les mettent dans les camions, des camions militaires bâchés, et ensuite ils prennent la route, on a 1 heure de la frontière, et ils les mettent de l'autre côté, côté frontière turque. Ces opérations, on les appelle des pushbacks. Elles permettent à la police bulgare de gérer elle-même ses frontières et d'éviter une potentielle intervention de Frontex qui entraînerait le maintien sur le territoire européen de ces clandestins. Nous apprenons même que les autorités bulgares ont pour habitude de donner des indications erronées aux équipes de Frontex en les désorientant, de sorte à pratiquer ces pushbacks plus librement. En définitive, l'Agence européenne de garde-frontières n'est que très rarement, si ce n'est jamais, confrontée aux migrants dans cette région. Ce phénomène fait également écho aux témoignages des migrants marocains que nous avions rencontrés à Belgrade. Ah oui, donc faut comprendre, Frontex qui est censé être là pour protéger nos frontières, la meilleure façon que les Bulgares ont, et souvent d'ailleurs les polices locales, pour empêcher les migrants de rentrer, c'est d'abord de dire à Frontex, ne soyez pas là sur les chemins où on va voir les migrants. Parce que sinon, ça les met dans la merde, pardonnez-moi l'expression. C'est-à-dire que les Frontex, souvent, ils sont obligés de répertorier, il y a toutes les règles de droit, l'humanitaire, etc. Et les policiers locaux, ça les emmerde. Et donc, ça leur permet, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont dire ce qui fait que, aujourd'hui, les gens de Frontex, ils ne voient pas de migrants là-bas. Donc, c'est ce qui fait que les chiffres, ils sont aussi bas. Et les migrants que les Bulgares chopent à la frontière, ils ne sont pas enregistrés puisqu'ils sont renvoyés après. Alors, il faut préciser quand même quelque chose, parce que certains pourraient critiquer. Sauf que ça montre quoi ? Ça montre que le droit européen, il est mal fait aujourd'hui. C'est une réalité. Et le deuxième point, c'est que certains, on a pu voir des migrants, des Marocains qui nous ont dit « Oui, mais les Bulgares, les policiers bulgares, ils sont durs, ils sont sévères. » Certains nous ont montré des blessures qu'ils avaient. Oui, c'est-à-dire que quand vous faites une traversée illégale de la frontière, on vous tire dessus, mais on vous tire dessus pas avec des armes létales, bien entendu, avec du caoutchouc. Voilà. Donc ça fait mal, mais ça empêche ces migrants et ça les dissuade aussi de rentrer. Et c'est ce qui fait que c'est extrêmement dur aujourd'hui de passer cette frontière. Là, l'enjeu, c'est qu'on est parti du commissariat et on se dirige vers un carrefour
ensuite, en fait, les camions qui amèneraient les migrants, selon ce qu'on a pu entendre par différentes sources, loin de tous les yeux, des yeux de Frontex, etc., commencera à s'orienter à l'intérieur de la forêt. Et donc le but, c'est d'aller repérer cet endroit pour essayer de voir comment s'y positionner et capter évidemment des images de ces transports de migrants. Bon, la suite, vous la voyez dans le documentaire. Qu'est-ce qui s'est passé très concrètement ? À la fin de la nuit, on a suivi une de ces arrivées de migrants dans une camionnette blanche. Et ensuite, on a suivi forcément le retour, c'est-à-dire le renvoi du côté turc. Donc ça, n'oubliez pas, vous retrouvez dans le documentaire de Frontières. Déjà, on vous montre pas mal d'images, mais bon, il faut que nos abonnés ils aient beaucoup plus d'éléments, c'est important. Bon allez, un dernier point pour vous montrer dans ce documentaire sur ce voyage. On a fait plein de pays, la Bosnie, on vous explique comment les Tchétchènes quand même, c'est pas les plus sympas. Faut quand même rappeler que Dominique Bernard, il s'est fait tuer par un réfugié tchétchène. Eh bien les Tchétchènes, en fait, aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de visa pour être juste à la frontière de l'Union européenne. Pourquoi ? Deux choses. D'abord, parce que les Bosniaques, c'est un pays musulman, ami des Tchétchènes. Vous pouvez passer de la Tchétchénie à la Bosnie sans visa. Ensuite, vous êtes à 2 heures de route de la Croatie. Sauf que la Croatie, depuis le 2023, où est-ce qu'elle est ? Elle est dans Schengen. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des Tchétchènes qui n'ont rien à faire en voyage, juste à venir se positionner très facilement sans visa devant la frontière. Et après la traversée, il n'y en a qu'une. Et ensuite, c'est bon. Ils sont dans l'Union européenne. Et donc nous, on est allé dans une ville qui s'appelle Biac, où il y a près d'une centaine de réfugiés tchétchènes. Et beaucoup traversent très régulièrement et y parviennent. Alors, une petite pépite pour terminer quand même, il fallait qu'on parle des ONG. Voilà. Il faut quand même savoir, vous le verrez dans le documentaire, qu'il y a des associations un peu partout. En fait, c'est simple. Dès que vous voyez une frontière compliquée, il y a une tente de l'autre côté. C'est une façon de vous dire, venez, on va s'occuper de vous. Ça, c'est un peu fou. Mais on est à la Trieste. Trieste, c'est une ville en Italie qui est à la frontière de la Slovénie. Et donc, c'est un point d'arrivée de beaucoup de migrants, parce que c'est pas parce que Giorgia Meloni est arrivée qu'il n'y a plus de migrants. Donc ça, c'est important. Et donc, on est tombé sur cette association. Je vais vous montrer un extrait d'un interview de ce monsieur aussi qui est en kéfier. Ici, en tant qu'opérateurs, nous essayons de mettre en pratique le monde que nous aimerions voir à l'extérieur. Donc ici, nous ne mettrons aucune forme de violence, de racisme ou de sexisme. Nous essayons de le faire entre nous, en tant que collègues, mais nous essayons aussi de transmettre cela aux gens, bien sûr. Mon point de vue est que je n'utiliserai jamais le terme de personne illégale. Une personne doit être régularisée avec des papiers ou n'est pas en règle avec les papiers, mais une personne ne peut pas être illégale. La personne est là, devant vous. Je pense que ce que l'Europe a appris, c'est que vous ne pouvez pas arrêter l'immigration. Alors, vous imaginez, juste pause là-dessus. En fait, pour ces gens-là, le terme illégal n'existe pas. Parce que vu qu'un clandestin, quand il rentre chez vous, sans l'autorisation, quand vous finissez par le choper, il vous dit « du coup, est-ce que je peux rester ?» Le fait de dire « je peux rester » le rend légal, en fait. C'est un peu fou. Vous ne pouvez pas tout arrêter. Ce que vous pouvez faire, c'est apprendre à gérer ce phénomène de manière complexe. C'est complexe, pas difficile, mais complexe. Et encore une fois, avec une législation appropriée et une attention particulière aux droits humains, vous pouvez le gérer correctement. Je ne pense pas que Giorgia Meloni gère cela de manière adéquate. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières réformes en Italie, mais Giorgia Meloni n'est pas le pire problème. Nous avons un problème. Si nous regardons l'Union européenne, le vote récent de la Commission européenne montre que nous faisons face à une situation plus grave. Le nouveau système commun européen d'asile a été approuvé et est très problématique. Il ne prend pas suffisamment en compte certains droits humains fondamentaux. On appelle ça un réfugié climatique. Donc ces gens, il y a deux choses à noter. D'abord, on dit souvent les ONG ils sont là pour les aider. Vous comprenez, c'est juste de la charité, il n'y a pas d'idéologie. Bon, on comprend, le terme illégal, ça n'existe pas, etc. Et nous dit, voilà, il y a quand même de l'idéologie qui est là-dedans. Ensuite, il n'y a pas de problème de se dire, il y a un illégal qui vient, parce que bon, le droit, on s'en fout, ça c'est bien normal. En revanche, le droit, on va bien l'utiliser quand ça nous arrange. Donc là, c'est quoi ? Elle connaît très bien ce qui se passe au niveau du Parlement européen. Et qu'est-ce qu'elle dit là ? Et de la Commission européenne, elle dit quoi ? Elle dit, il va falloir commencer à avoir des réfugiés climatiques. Donc voilà. Donc il y a les réfugiés pour les gens qui quittent des pays en guerre, très bien. Et demain, c'est les réfugiés de ceux qui ont un problème d'eau chez eux, ceux qui, voilà, tous ces éléments. Ça va faire du monde. Donc ça monte cette idéologie
regardez le documentaire, on vous plonge, on vous montre cette ONG. Évidemment, l'ONG est financée par qui? Par Generali, un des plus grands assureurs européens. Voilà, on vous parle souvent de l'argent européen, mais cet assureur, c'est un assureur privé, Generali. Peut-être que vous souscrivez aujourd'hui à Generali, ben voilà ce qu'il finance aujourd'hui. Donc, chers amis, c'est un documentaire qui est vraiment génial, mais vraiment génial. C'est ce qui n'a jamais été fait auparavant. Rappelez-vous, il y a eu un premier épisode déjà de 70 minutes sur les îles Canaries, où je vous amène des îles Canaries, au Sahara, en Mauritanie, on vous parle de la corruption, puis au Sénégal, et on vous montre un passeur, Abdoulaye. Et je vais vous montrer un petit extrait d'Abdoulaye pour vous faire plaisir, pour vous montrer un petit peu toute la force qu'il dit. Le deuxième épisode, donc ça, c'est les Balkans, The Game, qui est vraiment... En plus, c'est une bonne heure et demie, c'est immersif, c'est passionnant, c'est intéressant. Donc, regardez. Toute personne qui parle d'immigration doit avoir regardé ce documentaire. Alors évidemment, pour regarder ce documentaire, il faut s'abonner. Il faut s'abonner parce que tout ça, ça coûte de l'argent. On doit financer nos documentaires, c'est important. On en parle après à la télévision, on en parle sur YouTube, on l'utilise, on en fait quand même du buzz pour faire bouger les lignes, etc. Mais le documentaire, le produit phare pour tout comprendre, c'est un peu comme quand vous devez acheter un livre. Là, vous devez acheter ce documentaire. Abonnez-vous, il y a plein d'autres documentaires sur la plateforme, sur l'Argentine de Javier Milei. Il y a une série qui a été réalisée par Jordan. Il a fait des vidéos géniales sur cette chaîne YouTube pour l'expliquer. Il y a des podcasts, il y a des séries d'histoires avec Julien Girard, il y a un documentaire sur la France Insoumise qui arrive. Bref, c'est génial. Donc abonnez-vous, Frontières Plus, sur le site www.frontiermedia.fr, également sur l'application mobile de Frontières. Et moi, je vous montre Abdoulaye, si je le retrouve. Alors, je vous mets Abdoulaye, et ensuite, on termine. Abdoulaye, donc c'est dans le premier épisode. Il explique très concrètement que les migrants, ça ne s'arrêtera jamais. Que oui, les gens viennent aussi pour les aides sociales. Il dit cette phrase, ici, au Sénégal, tu payes. Là-bas, en France, tu ne payes pas. Voilà, c'est l'épisode, la vidéo qui résume tout. Je vous laisse là-dessus sur cet extrait et rendez-vous sur Frontières Plus. Merci à toutes de votre soutien. Bravo à l'équipe, bravo aux monteurs, bravo à Julien, à Maxime et à Pierre Christen qui m'ont accompagné sur cette route des Balkans. Et moi, je vous dis à très vite. Combien ça coûte? Est-ce qu'il peut nous expliquer précisément comment il fait ce métier-là? état bi du dara lu dul rencontre ay rencontre la rek quoi ay nit yu toog bëgg gis dara bëgg dara toog waxtaane ko dañuy dem dañuy habillé wu dañuy mel na kuy dem géej. Et ils sont combien par bateau? Des fois ci pirogue la du bateau gaal la des fois mën nañu nekk 200 des fois ça dépend ne ko ñun bu ñu jógee Ndar fi c'est très normal ñu laal géeju Mauritanie après géeju Mauritanie beneen cap la ñuy defar muy Nouadhibou après Nouadhibou direct beneen cap direct la ñuy jël Espagne direct la ñuy jël. Il y a beaucoup de monde? Oui, il y a beaucoup de monde qui veut partir jusqu'à présent. Il y a beaucoup de monde qui veut partir.